Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant la question du rôle des analystes financiers. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier comment travaillent les analystes buy-side. Parce que leur production n'est pas publique, ils sont moins étudiés et peu connus dans la littérature scientifique. Aux États-Unis, les investisseurs institutionnels détenaient 5% de la bourse en 1945. Ils en détenaient 67% en 2010. Aussi, est-il intéressant de comprendre comment travaillent ces analystes internes qui les recommandent directement dans leurs achats. Broad, Cole, Clement et Sharp s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Accounting Economics sur les apports de ces analystes dits buy-side. Quelles sources d'informations privilégient-ils et quels sont leurs rapports avec les analystes dits sell-side, dont les recommandations sont par nature destinées à un large usage des clients. Les auteurs ont réalisé un sondage auprès de 4865 analystes buy-side liés à 450 investisseurs institutionnels majeurs, parmi les plus gros détenteurs de titres du Standard & Poor's 100. Un questionnaire comportant 15 questions a été administré électroniquement via Qualtrics.com entre septembre et octobre 2013. Le taux de réponse a été de 7,1%, soit 344 questionnaires exploitables provenant de 181 firmes différentes. Les réponses étaient pour l'essentiel sous forme de choix multiples. L'étude a été complétée par une série d'interviews approfondies auprès de 16 analystes. Les résultats de l'enquête sont présentés en grandes catégories. D'abord, 4 questions concernent l'importance des recommandations produites pour ces analystes. Quelle est leur place dans leur rémunération? Quels sont les incitants principaux pour produire des recommandations rémunératrices? Quels sont les éléments les plus utiles pour élaborer des recommandations? Et enfin, quelles sont les méthodes les plus sophistiquées qui sont utilisées avec succès? Ensuite, 3 questions concernent les interactions avec les analystes sell-side. Quels services procurent ces derniers aux analystes buy-side? À quel rythme ont-ils des communications privées directes? Et enfin, quels sont les attributs des analystes sell-side les plus utiles? Expérience, proximité avec le management des firmes suivies, indépendance des bureaux, label All-Star, etc. Enfin, le questionnaire permet d'aborder 2 types de sujets complémentaires. Les relations avec le management des firmes suivies, intensité, mais surtout mode de contact les plus efficaces, et le reporting financier des firmes avec un focus sur la question cruciale des manipulations inacceptables, red flags, et des réponses jugées appropriées, avec, pour finir, un regard sur les déterminants de la bonne qualité d'un reporting. À l'aide de ces estimations, Brown, Cole, Clement et Sharp mettent en évidence que pour les analystes buy-side, la qualité des recommandations qu'ils adressent à leurs gérants est déterminante dans leur rémunération. Littéralement, ils y jouent leur peau. La tâche est d'autant plus difficile pour eux qu'ils suivent beaucoup de titres, souvent entre 25 et 50, et voire plus, alors qu'un analyste sell-side n'en suit qu'une petite dizaine. Ceci étant, il n'accorde aucune importance aux recommandations fournies par les analystes sell-side. Mais ils apprécient chez eux leur connaissance du secteur et leur accès à des bases de données souvent très onéreuses. Surtout, ils n'hésitent pas à les contacter
pour obtenir des contacts privés et directs avec le management des sociétés étudiées. Et ceci, loin des conference calls, un peu trop grand-messe, au discours trop policé et au public trop large. Plus surprenant, les analystes apprécient les documents obligatoires dits 10K ou 10Q qu'ils aiment travailler et approfondir à leur guise. Ils leur permettent d'apprécier si les résultats sont bien confortés par des cash flows opérationnels, si la publication des résultats respecte des normes élevées d'intégrité et si le contrôle interne et la gouvernance sont suffisamment forts. Au total, les analystes buy-side sont à la recherche de tout ce qui n'est pas public. Ils sont peu obsédés par les mouvements de cours à court terme et sont à la quête de performance à long terme. C'est pourquoi, par exemple, ils délaissent les jugements des analystes all-star, parce que tout ce qu'ils disent se retrouve instantanément reflété dans le cours. Paradoxal, n'est-ce pas?